Photojournaliste indépendant. De 1971 à 1973, j'ai suivi la mise en œuvre du complexe industrielo-portuaire de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. J'avais d'abord tenté une chronique participative, intitulée Fos sur Terre, conçue avec l'Institut régional du travail d'Aix-en-Provence, qui devait se construire avec les travailleurs du chantier et les habitants. La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, que nous avions sollicitée pour financer ce projet, nous a éconduits. L'opération phare de la grandeur de la France ne pouvait, semble-t-il, être soumise à la critique publique. C'est donc seul que j'entrepris ce travail documentaire, fait d'interviews et de photographies. J'avais découvert sur le terrain de nombreuses situations révélatrices des mutations en cours, l'immigration, l'environnement, les multinationales, pour ne citer que celles-ci, qui sont toujours d'actualité. Plus de 40 ans ont passé. Lorsqu'en 2010, j'entendis parler de nombreux cancers autour de Fos, les témoignages enregistrés dans les années 70 m'ont incité à reprendre la chronique engagée il y a près d'un demi-siècle. Cela m'est apparu comme une nécessité impérative. C'est en particulier avec le concours des syndicalistes retraités qui avaient travaillé sur place et que j'avais connus alors, ainsi que d'autres encore en activité, que Tumeur et Silence a pu être réalisé. Depuis environ 5-6 ans, on a commencé à avoir des problèmes de cancer dans notre ville et puis dans les villes voisines. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de personnes atteintes du cancer. On irait même jusqu'à dire que la moyenne nationale est largement dépassée en 2005-6, quelque chose comme ça. Le préfet de région a ordonné de ne communiquer aucun chiffre, ni par les hôpitaux, ni rien, pour ne pas affoler la population ici. Les gens sont là pour travailler, ont un travail et, je vais dire presque, ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. C'est un territoire qui, depuis 200 ans, a été marqué par la pollution industrielle. Ce territoire, si on schématise, a connu 3 phases d'industrialisation. La première phase, au début du XIXe siècle, est liée à l'apparition des usines de soude qui vont s'installer un peu partout, tout autour de l'étang de Berre, du côté d'Istres, du côté de la Véra, Ponto, Berre, Vitrolles, Martigues. Et cette industrialisation est très importante. Deuxième poussée industrielle, c'est ce qui correspond pour nous à la seconde industrialisation, dans les années 1890-1930. Et là, on a une densification des usines, à la fois des usines métallurgiques, mais aussi des usines chimiques, avec l'arrivée de Saint-Gobain, de Kuhlmann, et l'essor du raffinage du pétrole, d'abord du stockage, puis du raffinage dès les années 30. Sur des lieux, bien souvent, où il y avait des usines de soude. Donc il y a donc une sorte de filiation dans l'occupation des sites, et des sites qui sont quelque sorte dédiés à l'industrie chimique. Troisième phase d'industrialisation, c'est après la Seconde Guerre mondiale, disons dans les années 50-70, où là on a évidemment la pétrochimie, qui s'installe sur ces sites où on travaillait le pétrole, et évidemment la métallurgie qui connaît une nouvelle expansion avec tout le complexe qui s'est installé autour de Fos. Ce sont les usines de soude qui s'installent au début du XIXe siècle, sont très polluantes. Elles rejettent dans l'atmosphère des quantités importantes de gaz chargés d'acide chlorhydrique. Quelquefois aussi les chambres de plomb où l'on produit de l'acide sulfurique laissent échapper ce gaz, et en règle générale ça détruit toutes les récoltes environnantes qui existent aux alentours de l'usine. Je ne parle pas évidemment aussi des questions de santé qui peuvent se poser pour les ouvriers qui travaillent dans ces usines et qui pour une large part sont des ouvriers immigrés qui viennent d'Italie dans ces années-là. On a juste une statistique pour l'année 1820, on sait qu'à Istres par exemple, dans l'usine de Rassuin, dans l'usine de soude de Rassuin, plus de 55% de la population ouvrière est d'origine piémontaise. Évidemment, la main-d'œuvre ouvrière d'origine italienne est sous-payée, elle est affectée aux travaux les plus difficiles, les plus dangereux. Les pouvoirs publics sont interpellés de toute façon, et comme ils n'ont pas de solution toute faite, ils s'adressent à des experts.
Et qui fait office d'expert au tout début, dans les années 1809-1810? Ce sont des médecins qui sont chargés d'évaluer la dangerosité de ces rejets industriels et surtout, ça c'est très important, qui sont amenés à établir une norme de ce qui est acceptable ou pas acceptable pour la santé des populations. Et dans l'établissement de cette norme, ils reconnaissent qu'ils doivent tenir compte de différents intérêts et qu'ils doivent trouver une sorte de compromis entre la nécessité d'avoir ces industries, parce qu'elles sont vitales pour l'économie locale, et en même temps la nécessité de préserver la santé des populations. Mais ils sont donc dans cette position de compromis. Après, il y a le positionnement des pouvoirs publics, du préfet notamment, le préfet qui à la fois doit tenir compte de la santé de la population, mais qui en même temps, sur injonction de l'État, doit aussi veiller au développement de cette jeune industrie qui est jugée très importante par les autorités publiques. Donc le préfet a souvent tendance à prendre une position qui finalement s'avère souvent favorable aux industriels et donc il essaye toujours d'une certaine manière de les protéger. Il est assez paradoxal à Fos, il est assez paradoxal de voir que tout le monde se méfie de la sidérurgie que personne ne connaît, et au nom de la protection légitime d'un environnement agréable, alors que on parle beaucoup de nuisances dans la région de Fos et de Martigues, sur la base de constatations qui sont soit anciennes, soit actuelles. Et s'il y a quelque chose que je suis bien autorisé à dire et à penser, c'est que Solner n'y est pour rien. Dès qu'on entreprend une grande action nationale, il y a toujours quelqu'un pour la critiquer, et c'est ce qui arrive à Fos, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce que je tiens à dire, c'est que nous sommes absolument décidés à arriver au bout des problèmes qui sont posés par le développement de Fos. Enregistrement sur France Inter le 19 septembre 1972 à 13h. Il faudrait aller à Fos, faire une visite, voir ces travailleurs qui sont dans des baraques, voir le manque d'équipements sociaux, d'écoles à Fos. Des milliards sont investis, mais ceux qui travaillent sont absolument démunis de tout ce qui fait le cadre de la vie. Depuis 40 ans, ces gens de la pétrochimie déversent leurs déchets dans l'étang de Berre et dans le golfe de Fos. Ça, c'est indiscutable. Par conséquent, ces gens-là crachent à la mer avec une épuration inexistante depuis 40 ans. Par conséquent, depuis 40 ans, on n'a rien fait. La mer constitue un capital qui nous appartient à nous, aux gens du pays, non seulement aux pêcheurs, mais aux provençaux. C'est notre capital et ça n'appartient ni à la Solmer ni aux industriels. La partie de la tête est normale et puis la queue, c'est atrophié. Et pour mon compte à moi, j'en ai pris 5 ou 6 de poissons comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va en décadence. C'est pas en améliorant, ça va au contraire. Ça va de plus en plus mal. Il y a combien de temps que vous pêchez? Ici, à Port-de-Bouc, ça fait 2 ans. Souvent, on tirait, enfin, ça arrivait qu'on tire les filets sales. Bon, d'accord. Saleté qui faisait mauvais temps, saleté qui faisait des mauvais courants. Bon, d'accord. Mais saleté du gasoil, on peut pas dire que c'est naturel. Ce n'est pas naturel le gasoil. L'huile, la saloperie des bateaux, c'est pas naturel. Maintenant, vous avez encore des endroits qui étaient l'eau propre. On pouvait voir le fond. C'est impossible de voir quoi que ce soit. Si on voit de la roche brûlée. C'est brûlé, c'est carrément brûlé. Ouais. C'est pas la peine de les chercher, on les voit très bien, les sources de pollution. Quand vous voyez, par exemple, quand il fait mauvais, un peu de vent d'est, pollution de l'air, en pleine ville, on a les yeux qui pleurent, et que ça emboucane. Parce que ça emboucane, c'est même plus dire ça sent mauvais, ça emboucane. Et quand vous sortez la passe, là, vous voyez l'eau verte qui dégouline, qui va... D'où elle vient, cette eau verte? Du golfe. Je sais pas, de l'usine qui se trouve là derrière, si c'est Nafta Chimie ou l'autre, ou une autre, mais enfin, elle vient de là derrière. On a quitté l'Algérie en 1962.
On est venu habiter dans les baraques à Port-de-Bouc, à la tranchée. Ça s'appelait la tranchée. On était ses frères et une sœur. Et on dormait tous dans une baraque de 6 mètres carrés. Tout ce qui travaille manœuvre, c'était des Nord-Africains, quoi. Ou des Portugais, ou voilà. Tout ce qui était alphabète, voilà. Parce que moi, j'ai fait que des entreprises en paix, des chantiers et des postes de travail vraiment minables. Et puis sans aucune protection vraiment nécessaire, vous voyez. Ayant travaillé donc au port autonome de Marseille, chargé par l'État en 1966 de réaliser le port et la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Donc j'ai travaillé au cœur du dispositif d'aménagement et j'ai vu arriver les unes après les autres toutes les industries, toutes les activités économiques, pas nécessairement industrielles, mais de distribution sur cette zone. La nouvelle usine qui vivra de minerais de fer et de charbon importés sera dans un port. Ça, c'est l'option des sidérurgistes. Et le gouvernement l'a dit. Et alors, mais où on le met? Alors, on imagine que chantier, création d'emplois, développement du trafic portuaire, les pressions sont énormes pour lui dire de choisir l'un ou l'autre. Alors, il y avait 2 candidats qui étaient Le Havre et Fos. Bon, finalement, le gouvernement choisit Fos. L'État intervient pour accélérer la modernisation d'un secteur qui lui échappait tout en étant quand même bien surveillé. La preuve étant que c'était lui qui avait choisi le site de Fos, et ce n'était pas les sidérurgistes. Alors, les sidérurgistes avaient été très habiles, ils avaient dit « on vous laisse choisir, mais bien entendu, après, il faudra nous aider ». Et en prime, alors à l'inverse de la politique foncière qui était celle affichée par le port autonome, les sidérurgistes sont arrivés en disant « nous, de toute façon, on ne sait qu'être propriétaire. Louer un terrain, on n'a jamais fait ça, et on ne nous demande pas ça à nous, sidérurgistes ». Ils avaient en plus l'avantage d'avoir à la préfecture des Bouches-du-Rhône un monsieur qui s'appelait Laporte, qui avait été préfet de Lorraine, qui les connaissait très bien et qui était à leurs petits soins. Mon histoire est celle de tous ceux qui, un jour, se réveillent malades, quoi, et se demandent pourquoi, comment, etc. Et j'avais quand même un lymphome de 6-7 cm sous le bras. On m'a préparé en me disant, voilà, il faut une chimio rapidement. C'est très grave. Et moi, je travaillais à la Solmer à ce moment-là, dès la Solmer. J'étais secrétaire d'un directeur. À Calmette, je n'ai pas pu savoir le pourcentage de cancer par rapport aux autres régions. Mais Mme Causon m'a dit, le tour de l'étang de Berre, c'est la plus grosse partie des cancers. Et on se rend compte qu'il y a une mainmise de l'État sur les statistiques des cancéreux du tour de l'étang de Berre. J'ai envie de dire, je fus malade. Ça me convient bien puisqu'on m'a annoncé une rémission totale de mon lymphome. C'est un lymphome, c'est un nom un petit peu barbare, un lymphome cutané T. Donc ça atteint uniquement les lymphocytes T. Et en l'occurrence, c'était un lymphome qui attaquait la peau, avec plusieurs petites tumeurs qui se développent sur le corps. Après, quand on m'a annoncé qu'il fallait faire de la chimiothérapie, j'ai arrêté le travail. J'ai eu 6 cures de chimiothérapie et puis on en est venu jusqu'à la greffe de moelle osseuse. Je connais autour de moi des personnes, des voisines, des voisins. Plusieurs? Oui. Dans votre entourage immédiat? Oui. Atteint de cancer également ou d'autres maladies? Oui, de cancer. Oui. J'en vois 4. Oui. Là, tout de suite, mais pas loin, quoi. Ah non, oui, pas très loin. D'accord. À 20 mètres. Je t'ai rencontré, tu avais un projet auquel je souscris complètement, et tu as dit un mot qui a résonné très très fort, c'était briser l'omerta. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de ça, on s'enferme, on se cache,
Lors de notre dernière conversation, on avait dit ici dans notre quartier, je ne connais pas un seul foyer, un seul toit de maison qui n'ait pas connu la souffrance de perdre quelqu'un de cher, un père, un frère. Je crois qu'autour de nous, là, je peux citer quartier des Carabins, ici, chez moi, partout, partout. Et quand on s'éloigne, dans le quartier chemin de Robert et chemin de Fenouillère, là, je connais beaucoup de foyers où il y a des gens jeunes qui sont touchés, des enfants que j'ai eus en classe, par exemple, qui étaient déjà malades. C'était les années début 2000. J'ai eu plusieurs élèves qui sont toujours là, mais qui sont toujours malades. Dans mon cas, je pense que je m'en sors bien, on va dire, même si j'ai encore une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de la tête, là. Je me sors de plusieurs opérations, d'un traitement qui n'était pas sympathique. A priori, c'est terminé. Et puis, on a découvert une petite saleté qui se serait située sur l'hypophyse et qu'il faut surveiller de très près. Donc, je n'ai pas encore terminé avec les hôpitaux. Mais ça n'est que de la surveillance. Je ne suis pas allée personnellement à Fos, si ce n'est plutôt vers les industries, mais il y a un capteur de pollution de l'air, donc on sait bien les niveaux qu'il y a dans ce quartier. Et bon, les malades que j'ai rencontrés là m'ont dit qu'ils ou elles connaissaient plusieurs voisins du quartier, y compris des enfants qui étaient atteints de cancer. Je veux dire, oui, alors c'est ça, le quartier, voilà, par hasard, hasard oui. pas, qui est le plus près de la zone industrielle et qui est également en bordure de la nationale qui va à Port-Saint-Louis, donc où tous les camions et voitures, bien sûr, passent tous les jours. Alors ça, c'est typiquement le problème rencontré, c'est que ce sont des dires, mais il n'y a pas de chiffres. Ah bah, des dires, je veux dire, les malades que j'ai rencontrés m'ont montré les symptômes de leur maladie. Oui, oui, mais on n'a pas de chiffres, on ne sait pas combien de voisins, etc. Il n'y a pas de recensement de ça. Alors le quartier des Carabins est au fond très mal situé par rapport au courant atmosphérique et par rapport au vent. C'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits du pourtour de Golfe de Fos, on peut espérer que dans la rose des vents, si le vent souffle dans une direction, on est moins impacté par la pollution atmosphérique. Mais le quartier des Carabins, lui, en fait, il est juste au milieu. C'est-à-dire que si le vent souffle de l'ouest ou du sud-ouest, par exemple dans les jours de beau temps, ils vont récupérer tout ce qui passe sur les aciéries et sur les raffineries qui se trouvent entre Fos et Port-Saint-Louis. Ils sont au bord de la nationale également, où il y a un trafic routier absolument énorme. L'accroissement du trafic est extrêmement rapide. Et puis, si le vent venait par exemple de secteur est, eh bien, il amène sur eux la totalité des panaches de tout le pourtour de l'étang de Berre. Si bien que quelqu'un qui habite à cet endroit-là, et en tout cas les sondes que l'on met à cet endroit-là, ne connaissent aucun répit en matière de pollution. Il n'y a pas de période de silence. Je suis professeur associé de santé publique. Je suis responsable à l'Institut Paoli-Calmettes de l'ensemble des programmes de prévention et de dépistage. Je m'intéresse également à l'après-cancer, puisque grâce au progrès de la médecine, on guérit de plus en plus de cancers. Alors, je pense qu'il va falloir faire un préalable. Je ne suis pas certain qu'il y ait une augmentation importante des cancers autour de l'étang de Berre. La seule chose qui compte pour moi, c'est quand on comptabilise les cancers d'une certaine zone géographique et qu'on les compare aux cancers d'autres zones géographiques, est-ce que les chiffres que l'on observe sont différents, peu différents, modérément différents ou très différents ?
Quand j'interviewe les habitants de Port-Saint-Louis, quand je discute au bord du Rhône avec des gens qui se promènent ou qui pêchent, les gens me disent ici, avant, c'était un pays de cocagne. Évidemment, on ne peut pas passer ces journées à se poser des questions, à mettre en doute la qualité de l'air qu'on respire. Ce qui était normal, respirer, devient problématique. Pour ce qui est de Port-Saint-Louis et Fos, il y a un attachement très fort au territoire. Il y a la peur, de voir son territoire disqualifié, parce qu'être qualifié de pollué, c'est être soi-même accepté qu'on a intégré un certain nombre de contaminants. Et la pollution est souvent thématisée sur le mode de la saleté, de l'impureté, de la souillure. Je rappelle que le port de Marseille est toujours le deuxième port pétrolier d'Europe. C'est un rang qu'il a gardé parce qu'il y a justement des utilisateurs de ces installations qui sont les raffineries, celles qu'on voit, plus les 3 autres qui sont à portée de tuyaux. On ne les voit pas, mais portée de tuyaux, ça veut dire l'ex-Shell à Berre, la raffinerie Total à la Med et la raffinerie ex-BP à la Vera. Alors il y a en fait des gaz industriels, c'est-à-dire que pour transformer du minerai de fer en fonte et puis ensuite en acier, il faut de grosses quantités d'oxygène. Donc nécessairement, sur une installation comme la sidérurgie d'Arcelor ici, il y a une unité de production d'oxygène massive. Alors c'est Air Liquide qui l'a. Alors Mittal c'est un Indien, il y a un monsieur Mittal, puis il y a son fils, qui sont les 2 boss de la boîte Mittal. Donc il arrive lui, dès la disparition de l'URSS et du bloc dit communiste, et se met à racheter tout ce qui traîne dans l'ex-Europe socialiste. Il a un avantage concurrentiel et donc il va grossir au point d'être devenu aujourd'hui le premier groupe sidérurgique mondial. Pour maintenir son rang de premier sidérurgiste mondial et sans doute pour racheter encore d'autres sidérurgies, pour racheter aussi ce qui fait maintenant des mines de fer, c'est-à-dire pour intégrer toute la chaîne, devenir vraiment incontournable, il lui faut serrer les coups, y compris dans des usines qui, une par une, gagnent leur vie. Mais pour serrer les coups, on va dire on va concentrer, fermer Florange et puis produire un peu plus sur Fos où pratiquement à effectif égal, on peut augmenter la production de 20-30%, ça ils le savent, donc pas de souci. Ugine-Acier va devenir, alors je ne sais pas à quelle date ça s'est passé, mais va passer entre les mains d'un de ces Russes qui ont fait fortune dans la vente à bas prix des installations d'État dont ils étaient simplement les directeurs salariés. Donc les capitaux d'Ascométal sont pour une part non négligeable russes aujourd'hui. Voilà, entre les mains de ce qu'on appelle dans la presse financière les oligarques russes, que le raisonnement qui leur est permanent et qui leur est commun, c'est de dire si vous n'êtes pas content de ça, on s'en va. Ça, c'est l'effet le plus brutal de la mondialisation. En disant, bien sûr, ça coûte cher de faire une sidérurgie, mais après tout, pourquoi à la limite ne pas faire la sidérurgie sur la mine de fer ? Alors, il y en a déjà 2 sur les 4 qui sont passés à des tiers. C'est-à-dire la raffinerie qui était BP sur la Vera a été achetée par un groupe anglais qui s'appelle Ineos, ça c'est déjà fait. Et donc la raffinerie qui était Shell à Berre a été achetée par Lyondell-Basel. Alors, qui sont ces gens-là et pourquoi ces grosses sociétés, qui restent de grosses sociétés, vendent ? Alors, elles vendent parce qu'elles ont aujourd'hui un accès plus difficile aux ressources naturelles, au pétrole brut. Dans ce contexte, qui est donc le contexte de concurrence sauvage et mondiale, tout surcoût, la lutte contre la pollution ou la protection de la santé étant considérée comme un surcoût, c'est-à-dire une intervention de l'État qui va obliger un industriel, ce qu'ils n'aiment pas du tout et de moins en moins, à prendre telle ou telle disposition. Et chaque fois, la riposte va être de dire « oui, mais ailleurs, on ne me le demande pas ». L'amiante a été bien sûr celui qui a déclenché, parce que c'était un phénomène de masse quand même, c'est pas rien quoi. Quand on dit 50 000 travailleurs et en France peut-être 150 000, bon, c'est quand même bon, une sacrée pandémie, je dirais.
Par contre, ça nous a éveillés sur les autres produits que côtoyaient les travailleurs, tels le benzène, les éthers de glycol. Sur le port, on déchargeait de l'amiante, on le charge pour Eternit. Et moi, je suis resté 34 ans sur le port. Je m'occupais des engins qui allaient décharger et recharger les trains. Et bon, j'ai même moi-même un peu d'amiante dans les poumons. Mais j'ai beaucoup de copains qui devraient être à la retraite maintenant, qui sont décédés. J'en connais une vingtaine. Qui sont tous morts à différents âges, mais de la retraite, quoi. Juste avant de partir ou de suite après de partir à la retraite, ils sont décédés du cancer de l'amiante. Alors moi je suis Mme Bottella-Michel, j'ai 47 ans et une histoire particulière puisque elle est rattachée à un événement très douloureux mais qui est encore d'actualité malgré tous les événements. Celui de mon frère Jean-Louis qui est décédé en 96 à l'âge de 37 ans et demi à la suite d'un cancer mésothélium malin pleural. Donc Jean-Louis était agent de fabrication à Tokem à l'époque. Et donc il était amené à manipuler beaucoup de produits et notamment à faire des sales travaux, comme il disait, un peu de tout et n'importe quoi. On peut enlever un poumon, mais on ne peut pas enlever une plèvre. Il n'y avait rien à faire. Donc très vite, on a fait un peu le rapprochement avec le médecin qui nous a dit « mais qu'est-ce que fait votre frère comme métier ?» Donc on a pris contact de suite avec le docteur Igonet. Donc ils sont allés interviewer Jean-Louis sur son lit d'hôpital et de suite ils ont compris quand Jean-Louis a expliqué ce qu'il faisait en gros sur son lieu de travail. Donc ils ont de suite compris et fait le lien entre sa profession et sa maladie. Je me rappelle des mots qu'il a dit, du style de toute manière, je sais que je suis cuit, que j'ai l'épée Damoclès au-dessus de la tête, mais je sais pourquoi je suis malade, et je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout, pas pour moi, parce que pour moi c'est fini, mais pour les autres, pour les collègues qui sont au travail et qui continuent à travailler. On a engagé donc des poursuites auprès de l'État et auprès de l'entreprise. Et donc on a également fait une déclaration de maladie professionnelle, mais malheureusement était décédé avant qu'il ait su qu'il avait sa maladie professionnelle. Et puis, on a mis à peu près une dizaine d'années pour clôturer, on va dire, ce combat. Au bout de 10 ans, on a réussi à gagner contre l'État. Il a été reconnu pour faute. Faute inexcusable pour ne pas avoir protégé les travailleurs par rapport à l'amiante. Comme j'étais docker occasionnel, ou le mousse, ou bien l'homme de chaîne, les gens qui viennent travailler pour faire l'entretien, que ce soit le MC, on est tous été dans la merde. L'amiante, elle volait de partout. Et parfois, on jouait avec. À 40, quand la palanque arrive, il y a des sacs qui sont déchirés. Et quand elle arrive au-dessus du wagon, nous, on est dans le wagon, donc ça coule sur nos têtes. Ça vole, et quand le palanque est à terre, des fois, on tombe avec des ouvriers qui plaisantent un peu, et prend une poignée, vous le jetez dans la gueule, et puis vous la crachez, enfin, pour rigoler. Mais si les gens savaient ça, je ne crois pas qu'ils auraient fait le travail. Parce que normalement, il y en a qui savaient depuis 1919 que ça a été dangereux. Le représentant de l'Office des pêches, à la conscience duquel on est obligé de rendre hommage, nous a dit qu'en effet, on avait constaté, et nous le savions, qu'on avait constaté dans les moules des teneurs en mercure qui étaient supérieures ou qui frisaient le maximum autorisé par les normes françaises. Particulièrement dans le secteur de la Vera Ponto, évidemment, c'est-à-dire dans le secteur où se trouve justement une cellule d'électrolyse de saumure qui fonctionne avec des électrodes en mercure. On avait effectivement plusieurs tonnes donc, de mercure effectivement, qui allaient à la mer. Et en fait, on a fait une évaluation de ce qui allait à la mer entre, par les stocks, combien fallait-il commander de mercure aux Chinois pour que le lit circulant de mercure, donc, qui sert d'anode dans le bac à mercure et à chlore, pour le remettre au bon niveau. Il ne faut pas qu'il soit trop bas, il ne faut pas qu'il soit trop haut. Donc. Et c'est en faisant ce différentiel, c'était facilement 10-15 tonnes de mercure par an.
Des électrolyses à mercure, il y en a toujours, oui. Parce que, Elles n'ont pas été supprimées. Pour l'instant, il y a eu une prolongation de la durée de vie de ces électrolyses, dans un cadre d'ailleurs discuté au niveau de l'Europe, par tous les chloriers qui en utilisent encore. Parce que mon interlocuteur disait qu'elle pouvait être remplacée déjà en 1973 par des cellules à diaphragme. À membrane ou au diaphragme, oui. Ben, c'est ce qui existe. Et qui fonctionnait très bien. Oui. Et pourquoi on ne les a pas remplacées, celles qui existent encore au mercure? Ben, je pense pour des questions économiques. Hein. Fos, elle est équipée de cellules à diaphragme ou à membrane, je ne sais plus lesquelles, mais il n'y a pas de mercure à Fos. Par contre, il reste effectivement à la Vera une cellule ou deux cellules à mercure, deux électrolyses à mercure. C'est une prolongation de la durée de vie, oui, qui a été effectivement négociée jusqu'en 2019. Donc ça, c'est des négociations qui nous dépassent largement. Au cours de la réunion, un des participants nous a annoncé que pendant les 2 premières années, la Solmer rejetterait ses déchets bruts à la mer sans les dépolluer. Alors à ce moment-là, tout le monde, ça a fait l'effet d'une bombe, parce que depuis l'origine, on dit que Fos sera une opération propre, une opération modèle, c'est l'opération témoin, c'est l'opération du siècle, c'est l'opération du 6e plan, c'est l'opération dans laquelle tout devait être merveilleux. Les pouvoirs publics s'étaient totalement engagés, et à la fin, on a dit de toute façon, il n'existe pas de moyen efficace de dépolluer les coqueries. On dit alors pourquoi dites-nous qu'on dépolluera dans 2 ans, ou dans 4 ans, ou dans 6 ans, puisque vous savez qu'il n'y a pas de moyen efficace. Alors finalement, on nous a donné des informations extrêmement contradictoires, c'était le désordre le plus complet. De toute façon, ce que nous rejetons est négligeable par rapport au problème du Golfe. Et parce qu'au moment où on voudra doubler la coquerie, ou la tripler, à ce moment-là, il y aura un procédé qui permettra de faire très bien. La coquerie, c'est une installation qui est effectivement aujourd'hui dégradée. Globalement, c'est la tenue des briques à l'intérieur des fours, c'est l'étanchéité des fours, c'est l'enfondement, le défondement. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'elle n'a pas été entretenue régulièrement. Et c'est une installation qui souffre parce que ça travaille à haute température. Elle, c'est du benzène, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, hein, principalement. C'est des polluants cancérigènes, hein, pour la plupart. Ils ont mis un plan de bataille en route pour arriver à rénover le plus rapidement possible la coquerie. Sauf que pour rénover la coquerie, comme ce sont des fours qui sont les uns à côté des vôtres, pour rénover un four, il ne faut pas que celui d'à côté soit en fonctionnement. Sinon, il y a des dilatations différentielles qui se produisent, et donc ils ne peuvent pas travailler. Il y a, je ne sais plus d'une centaine de fours. Donc ils en ont déjà rénové un certain nombre, ils sont en train de finir effectivement la rénovation. Donc là, il n'y a pas longtemps, on les a effectivement pensés pour accélérer la rénovation de cette coquerie pour qu'effectivement on améliore les résultats. En parallèle de ça, on a fait faire une étude par Atmopaca pour justement vérifier que les polluants qui étaient émis sur le site, ils n'allaient pas migrer vers les habitations. Donc il y a eu là aussi une série de capteurs qui ont été mis autour du site d'Arcelor pour arriver à quantifier les émissions de benzène et de HAP qui étaient générées par la coquerie. Alors par contre, les employés qui sont effectivement sur le site, eux, ils sont dans une atmosphère particulière, mais ça, c'est pris en compte au niveau de la médecine du travail, des protections individuelles qu'ils doivent porter. On ne traite pas, je dirais, les travailleurs comme on traite effectivement le public au sens large. Alors, ce matin-là, il y a eu un nuage de fumée qui a été, je vais dire, spectaculaire au vu de l'extérieur. Ça, effectivement, ça a frappé les esprits, mais c'est un nuage qui est émis, je vais dire, de manière presque récurrente, régulière depuis quelques années, du fait de dysfonctionnement de la coquerie. Toutes les semaines, ou tous les 15 jours, c'est pas exceptionnel. Le poste de travail, eux, ils sont concernés en premier lieu par un autre nuage de fumée, qui lui n'est pas noir, mais qui est jaune, qui est les émissions de HAP, donc de benzoapyrène, de gaz hautement toxiques. Sur les fours de la coquerie, et il y a pas mal de salariés qui y interviennent, notamment au niveau du 18 mètres. C'est le niveau haut des fours, et là où il y a des sorties, des émanations de fumée, justement, qui ne devraient pas exister. Donc en fait, on a plein de défauts d'étanchéité qui laissent relarguer des gaz hautement toxiques autour, au-dessus, autour des batteries. Et donc tous les salariés qui sont autour ou au-dessus des batteries sont exposés directement. Alors entre une petite émanation et des grosses émanations récurrentes, il y a une marge. La marge, elle est franchie depuis déjà plus de 10 ans sur notre site. Ça, on en est certain. La direction en a pris conscience
Et ça, on ne le nie pas. Si je vous fais la vie naturelle d'une particule métallique, la particule métallique, elle sort évidemment brûlante d'une cheminée. La voilà qui monte dans l'atmosphère. Quand elle arrive assez haut, elle est très froide au contraire. Quand elle est très froide, tout un tas de solvants, tout ce qui peut se condenser là-dessus, de l'eau, du benzène, ça ramasse tout. Et naturellement, ça arrive dans notre poumon. Et c'est ce cocktail étrange centré sur une petite pièce d'acier qui va au fond de nos poumons et qui amène son petit chargement de produits chimiques. Si nous nous intéressons aux particules et aux microparticules, en particulier les PM10, la zone géographique la plus atteinte, la plus impactée est Port-Saint-Louis-du-Rhône. Plus c'est petit, plus ça va loin dans l'organisme. Donc les PM10 atteignent le fond des alvéoles et entrent directement dans les cellules de l'organisme et entrent directement dans les cellules du système immunitaire. Donc elles sont particulièrement agissantes. Les seuils sont établis par divers législateurs. Vous avez soit le législateur français qui établit un certain nombre de normes, soit vous avez, pour nous faisons référence plus haut, soit à un législateur européen, soit à l'OMS. L'harmonisation des données est loin d'être faite. Et le législateur français est jusqu'à présent le plus tolérant des trois. Toutes les études qui étaient faites sur le golfe de Fos étaient faites en mettant l'accent sur le Mistral, c'est-à-dire en disant 150 jours par an, vous n'avez rien à craindre. Le vent est tellement fort qu'il emporte toute la crasse ailleurs. Mais le panache complexe et l'énormité du panache fait que, par beau temps, on s'intoxique 20 fois plus vite qu'ailleurs. Ces études, alors, sont fantastiques. Elles étaient censées donc faire le point sur la santé des gens sur la zone. Alors, ça a été fait d'une manière extrêmement bizarre. C'est qu'on a demandé aux industriels de fournir leurs émissions, de dire ce qu'ils émettaient. Et on a mis, donc, secteur par secteur, on a cumulé ces effets-là. Et voilà. On nous a dit, ben, vous n'êtes pas malade, c'est pas possible. C'était l'année dernière, ces études-là continuent. Et en fait, ces études, elles n'ont qu'un seul but. Ces fameuses normes-là, on s'en sert pour nous dire qu'on ne risque absolument rien de vivre dans ce territoire. Alors, ils sont déterminés au fur et à mesure de l'avancement de la science. Et après, ils sont déterminés, ce qui est extraordinaire, non pas en raison de la dangerosité qu'ils peuvent avoir, mais en raisonnement du ratio entre l'économiquement acceptable et la santé des gens. Ce n'est pas des phases de production continue, donc il y a des dérogations. Et il faut savoir aussi qu'il y a des seuils suivant le type de... Par exemple, la sidérurgie a des dérogations parce qu'ils ont des gaz réputés mal combustibles, etc. Et donc on les autorise, dans la mesure où la cheminée est assez haute, à rejeter. Ces pollutions, disons, autorisées, il faut voir qu'il y a deux niveaux. C'est de la pollution autorisée en continu. C'est-à-dire qu'en continu, on peut rejeter ces quantités-là. Ce qui est plus grave, c'est que ces normes-là, disons, explosent, c'est-à-dire qu'on n'en tient plus compte quand il y a des incidents de production. Et là, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut rejeter les quantités qui représentent une année de fonctionnement normal en une heure. C'est une fois tous les 2 mois, 3 mois. Le comptage ne se fait pas systématiquement site par site. On a une évaluation, mais on n'a pas de comptage réel sur chacun des sites. Si vous voulez, au niveau des particules, on a 2 types d'émissions. On va avoir ce qu'on appelle les émissions canalisées, donc ce qui va ressortir des cheminées, qu'on voit bien, qu'on est habitué à voir, de panache, etc. Donc celles-là, elles sont comptabilisées systématiquement dans la totalité. Celles qui sont peu ou mal comptabilisées, c'est ce qu'on appelle les émissions diffuses. Donc ça va être typiquement, on a un tas de charbon, il y a du vent, il va y avoir un réenvol de particules. Notre but, c'est d'avoir les concentrations dans l'air ambiant, mais on n'est pas des organismes de contrôle des sites industriels. C'est l'ADREAL, donc ils sont dans le même bâtiment, ils sont là, c'est les services de l'État. Donc il y a des contrôles programmés, c'est-à-dire des inspections qui vont être faites régulièrement. Sur les gros sites, il y en a un par an. Ils vont auditer sur un thème, surveiller, voir si tout est bien fait dans les règles. Et après, il y a des contrôles, ce qui est appelé inopinés, où là, ils peuvent venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit regarder si, à ce moment-là, il y a quelque chose. Notre devoir, c'est l'information. Donc, on mesure, on informe. À partir du moment où on détecte un dépassement de normes ou une irrégularité, on transmet
à la Dreal, et c'est elle qui a le pouvoir d'agir. Alors nous, notre domaine d'activité, c'est bien le résident et la personne qui vit toute l'année, tous les jours sur la zone. L'exposition du travail, c'est un autre domaine d'activité. Moi, toutes les normes que je vous ai données, c'est les normes dans l'air ambiant. Après, les normes sur l'exposition du travail, ce sont d'autres normes. Après, justement, on parle d'acceptabilité. On considère qu'une personne qui va sur un site en étant conscient de ce à quoi il est exposé, il est payé pour une activité, il est là de son plein gré, c'est pas la même acceptabilité que quelqu'un qui subit en proximité de site, au jour le jour, pendant toute l'année, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas les mêmes critères. D'un côté, on impose des normes à la sortie de la cheminée. Et puis de l'autre côté, on impose une norme globale après mélange de tous ces polluants dans l'atmosphère. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas coordonnées, ces normes? Je veux dire, elles sont contradictoires? Elles ne sont pas forcément coordonnées. C'est-à-dire qu'effectivement, les normes dans l'air ambiant, elles sont plutôt liées à des aspects sanitaires. Regardez effectivement quel est l'impact sur le corps humain. Et de l'autre côté, les normes à l'émission, elles sont liées à des critères techniques, à des critères économiques, et à des critères environnementaux au sens large. Qu'est-ce qu'on est capable effectivement de faire sur telle activité avec les moyens et les outils disponibles aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'essayer d'appliquer à des usines anciennes, qui ont aujourd'hui presque 40 ans, des technologies d'aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Donc notre rôle, c'est bien d'aller discuter avec les industriels et d'argumenter de part et d'autre sur effectivement les difficultés qu'ils rencontrent pour savoir ce qu'on peut imposer de façon réaliste quand même, parce que bon, on n'est pas là non plus pour faire fermer les entreprises, hein, on est là pour le développement durable, donc pour que ça dure. L'association, c'est la PCME, c'est l'association pour la prise en charge des maladies éliminables. Il s'agit d'une association de médecins. L'association a été créée en 2001. Nous travaillons avec des personnes qui ont été employées sur les installations et les entreprises de Fos-sur-Mer, Martigues, Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est le bassin qui recoupe de la Mède jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui peut englober ponctuellement aussi le secteur de Berre. Je suis médecin, donc retraité depuis peu. Et mon rôle, si vous voulez, dans l'association, c'est de recevoir les patients qui sont envoyés par des confrères ou par des associations. Donc à l'heure actuelle, sur le site internet, il y a 4000 dossiers. Donc ça veut dire que ça représente 4000 passages de sujets qui nous ont décrit individuellement leurs conditions de travail. Alors le problème des maladies cancéreuses, si vous voulez, c'est le plus terrible, parce qu'il n'y a pas de dose seuil. Hein. Donc on peut avoir été exposé à des doses qui ne sont pas importantes, hein, et développer un cancer malgré tout. Le tableau de maladie professionnelle a un délai de prise en charge de 40 ans. Donc vous pouvez imaginer quelle peut être la latence de ce type de cancer, quoi, hein. Sur les 135 cas de cancer, entre 2002 et 2009, 67% de ces cas de cancer concernent du personnel sous-traitant. Sur ces 67%, 40%, ce sont des travailleurs immigrés. Il y a une sous-traitance du risque. Voilà. Qui aboutit à des situations qui sont dramatiques. Dramatiques d'un point de vue humain, bien sûr, ça c'est la première chose. Hein. Parce que si vous voulez, ce sont des sous-traitants, quelquefois des sous-traitants de sous-traitants, moyennant quoi la surveillance de ces sujets vis-à-vis de leur exposition est une chose qu'on n'arrive jamais à reconstituer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour la plupart, ne sont absolument pas surveillés. Le problème auquel nous sommes confrontés et auquel, je pense, tous les épidémiologistes sont confrontés et n'arrivent pas à résoudre ce problème, parce que c'est qu'il y a toujours une multi-exposition.
Nous, en tout cas, on constate une chose, parce que comme on rencontre énormément d'ouvriers qui décrivent les conditions de travail, parce que pour nous, c'est fondamental d'avoir cette description, si on veut faire le lien entre la cause et les faits. Donc, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'on a un parc industriel qui est en marche dégradée continue. Et le cadastre, c'est quoi? Le cadastre, c'est une liste de postes de travail qui ont provoqué des dégâts. Ces postes de travail doivent être suivis, comme un sujet est suivi, en disant, bon, ce poste est toujours nocif, ce poste a disparu, on a changé de technologie, ou ce poste est assaini. Et que cette information soit publique, mais que chaque poste de travail qui a donné une atteinte soit pointé comme étant toujours, s'il n'a pas été modifié, susceptible de provoquer cette atteinte. Donc, alerte aux médecins, alerte aux syndicalistes, alerte aux ouvriers, alerte aux décideurs. Mais on a quand même, si vous voulez, une certification de l'Agence régionale de la santé qui nous subventionne pour justement mettre au point ce cadastre. Sur l'ensemble de la coquerie, on a 39 contrats temporaires de vacances. On a 20 intérimaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne avec un maximum de salariés précaires exposés à ces dangers. Ça, c'est inadmissible. Alors, c'est inadmissible pour les statutaires, mais ça l'est plus encore pour des salariés qui n'ont pas la maîtrise du process, qui n'ont pas les éléments en main, à qui il manque des éléments pour pouvoir mesurer l'exposition au danger. Il y a eu des prélèvements faits par un médecin du travail extérieur, puisque là, ce n'était pas un médecin du site, puisque c'est une entreprise sous-traitante, qui a relevé des taux d'exposition au HAP de l'ordre de 4000 fois supérieurs aux doses tolérables. À la Solmer, ils recevaient des bateaux de charbon, de minerai de fer sur Roman pour l'usine, quoi. Et puis nous, on allait nettoyer les cales. On n'avait pas le droit de charger le bateau, mais à la fin, lorsque les dockers ont fini, des armateurs qui demandent à notre entreprise pour balayer toutes ces poussières moyennes et puis très fines, et ensuite laver. Lorsque je suis que j'avais des problèmes et que ces médecins, je ne cite pas le nom, mais ces médecins ne déclarent pas, alors j'ai changé. Parce que c'est pas normal d'avoir toujours avec des vomissements, mal à la tête, alors continuer à travailler dans ces produits chimiques et tout qui vous font vomir, qui vous font presque jeter vos tripes. Et vous savez, en plus la médecine de travail, au départ, faites passer un examen au docteur Higonnet, il avait eu le scanner précédent et il a vu que c'était pas normal, il m'a demandé de faire un autre. Et lorsque je l'ai fait, le résultat est tombé, donc il m'a fait la déclaration de la maladie professionnelle qui m'a été accordée par la Sécurité sociale. Est-ce que vous connaissez des camarades qui ont été victimes de cancer? Ah bah oui, ils sont tous morts, il ne reste pas grand-chose. Suite à l'amiante, suite aux poussières de fer, hein. Déjà, tous les Nord-Africains, tous les Algériens sont partis, il n'en reste plus que deux ou trois. On était une quarantaine. Il y en a qui ont laissé la moitié de leur poumon ici en France, et puis ils ont été obligés de rentrer parce que dans les 15 jours suivants, ils mouraient, quoi. Il y en a d'autres qui étaient malades, sont rentrés. Ils sont morts après, mais tous qui sont rentrés avec l'arrangement du patron, tout ça, pour que le retour au pays soit disant, eh bien, ils sont tous morts sans toucher une retraite que ce soit. Actuellement, on a presque plus de sous-traitants sur le site que de personnel organique, comme on dit. C'est les années 90 où on a ouvert à fond à la sous-traitance. Donc il faut savoir que nous, dans les années 90, on était plus de 2000 salariés Naftachimie. Actuellement, en 2011, on est 475 salariés en Naftachimie. Et la quasi-totalité, malheureusement pas effectif équivalent, a été remplacée par du personnel sous-traitant. Pour quelle raison? Flexibilité. Beaucoup de flexibilité, ils acceptent de faire du travail que nous on refuserait de faire. C'est tout ce qui est poste de nettoyage industriel. Alors ça c'est la base, c'est-à-dire que tout ce qui est poste sale, très très sale, où il y a beaucoup d'exposition aux produits. Quels produits? Alors au CMR, mais ça peut être tous les produits toxiques, brûlants, comment dire, ils sont plus en avant malgré qu'ils soient protégés.
que nous. Et surtout, c'est là qui est le problème, c'est qu'ils ont moins d'outils, on va dire, de défense de leur santé que peut l'avoir en organique. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, intérimaires, issus de classes sociales pauvres, qui se retrouvent souvent, qui n'ont pas fait d'études, qui ne connaissent pas l'endroit où ils vont travailler, qui ont peur de perdre leur travail, donc quand ils vont être exposés à un produit, ils ne vont surtout pas le dire pour ne pas se faire virer. On faisait des pêches miraculeuses, on ramassait des coquillages, et c'était un endroit, un endroit un peu magique pour mon père qui me racontait son enfance là-bas. Il a été embauché à la Solmer au tout début des années 70 quand l'usine a ouvert. Quel était son poste de travail précisément? Il était électromécanicien. Mais il a été pompier après, il a été agent chargé du maintien, de l'entretien des réfractaires. Il a travaillé à plusieurs endroits, principalement l'acierie, mais d'autres ateliers aussi. Il a travaillé de 1973 à 2000. Mon père a commencé à avoir des symptômes en 2000. C'est le moment où ça a été très très vite entre la découverte des premiers symptômes et puis il a été en maladie, il s'est arrêté de travailler. Il a atterri à Paoli-Calmette. Le diagnostic final, c'était mastocytose systémique associée à un syndrome myélodysplasique, donc une atteinte de la moelle osseuse, une forme de leucémie. Voilà. Il est décédé au bout de 2 ans. Et quelques jours ou 2 semaines après, on a reçu un document de la CPAM qui disait que sa maladie était reconnue comme maladie professionnelle. Et après, on est allé, on s'est pourvu devant le tribunal des affaires sociales. Une longue bataille, parce qu'on a dû commencer la procédure en 2002, elle s'est terminée en 2010. Donc en première instance, on n'a pas su très bien quoi faire, on découvrait le dossier. On a eu des témoignages de gens qui décrivaient le poste de travail et les conditions de travail. Donc mon père qui saisissait des pièces mécaniques sans gants, qui les plongeait dans des bacs d'un solvant pour les nettoyer. Et quand Solac Arcelor a dit qu'il n'y avait pas de benzène sur le lieu de travail de mon père, j'ai pu récupérer un document, mais ça c'est public, de l'Adréal qui faisait un bilan des émissions annuelles de Solac Arcelor, et on voyait qu'au niveau benzène, ils étaient à des teneurs, et que sur un plan de rejet atmosphérique, c'est-à-dire que c'était pas simplement sur le site, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de Solac, ils émettaient du benzène, donc ils ne pouvaient pas nier que sur un poste de travail, il n'y en ait pas eu. Ce qui a permis, lors de l'appel, de bien démontrer que mon père avait été exposé à différentes substances. Mais entre-temps, j'ai reçu, et ça c'est vrai que c'est une procédure assez longue, j'ai reçu le soutien de l'association de M. Andéol à Port-de-Bouc, la PCME, qui m'a aussi fourni des documents. On a récupéré des comptes rendus de CHSCT, donc des comités d'hygiène, où on a découvert qu'il y avait un autre cas, ou au moins 2 autres cas de leucémie, d'exposition au benzène, et tout ça a permis de constituer dans la même usine. Oui, alors soit c'était un sous-traitant, soit c'était quelqu'un qui travaillait. Mais voilà comment on a constitué un dossier. Et face à nous, on a eu donc des avocats de Solac qui ont axé leur défense sur 3 plans. Alors d'une part, c'était de dire que mon père n'avait pas pu être exposé parce qu'il reconnaissait qu'il y avait du benzène à la coquerie, mais mon père ne travaillait pas à la coquerie. Ensuite, ils avaient ils avaient trouvé sur Internet ou ailleurs, dans une banque d'articles de médecine, ils avaient cité un professeur de la faculté de pharmacie à Paris et s'en était servi pour dire que la maladie dont souffrait mon père était génétique. Donc cette mastocytose, moi j'ai lu l'article qui était cité, parce que je l'ai obtenu via ces banques de données, et donc j'ai décidé d'aller rencontrer ce professeur à la faculté de pharmacie à Paris, qui m'a reçu. Je lui ai montré que son article avait été cité et ses propos avaient été transformés. Il était furieux, donc il m'a fait une attestation assez forte, parce que il révoquait en cause l'interprétation qui avait été faite de son article, et 2,
voilà, il disait qu'à 49 ans, on ne mourrait pas d'une mastocytose simple, que ce que mon père avait, c'était sans doute dû aux expositions qu'il avait subies. Et donc on appelle, alors je ne vais pas dire on a gagné, parce qu'on ne gagne rien dans ces histoires-là, enfin ce qu'on a quand même obtenu, c'est la faute inexcusable de l'employeur, toujours avec ce bémol qui est la non-opposabilité à l'employeur. On a eu un dédommagement, hein, mais bon, ça ne ramène pas... Fourni par ArcelorMittal? Non, fourni par la collectivité, puisque la faute est non opposable à l'employeur. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que on reconnaît une faute inexcusable, on reconnaît des conditions de travail qui ont conduit à l'exposition de salariés, et que dans le même temps, les industriels ne soient pas pénalisés, sanctionnés. Sur la coquerie, on a 17 maladies professionnelles déclarées sur 10 ans, dont 5 MP 16 bis qui sont spécifiques à l'exposition au HAP liées à la cuisson, à la combustion du charbon. Qui sont des cancers. Qui sont des cancers du coquiller, qui ont été pour certains rejetés et d'autres reconnus, mais pas imputables à ArcelorMittal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est imputé sur le régime général, ça. Ça veut dire que c'est vous, tout le monde, qui le paye, et pas l'employeur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un détournement de l'affectation des maladies professionnelles. Et c'est un petit jeu auquel se joue, alors je ne sais pas par quel biais, entre la sécurité sociale et l'employeur, qui évacue l'imputabilité des maladies professionnelles à l'employeur lui-même. C'est quand même grave. Eh bien, il faudrait tout décloisonner et faire tout exploser ce système pour revenir aux fondamentaux de la sécurité sociale de 1946. Sinon, clairement, on s'est fait voler la sécurité sociale et c'est à nous de la reconquérir aujourd'hui. Il y a plusieurs sources d'informations pour le cancer. Oui. En France, il y a les registres, il y en a 22 en France. Pas dans toutes les régions. Pas dans notre région, il n'y en a pas dans notre région. Ensuite, il y a des données de la sécurité sociale qui sont ce qu'on appelle les mises en affection longue durée. Et donc, on peut, par l'intermédiaire de ces prises en charge, avoir un recensement qui n'est pas tout à fait exact de ces cancers. Alors en fait, c'était une étude préliminaire qu'on a souhaité faire. Donc Oui. on a fait avec ce stagiaire parce qu'il nous a sollicité, on a trouvé que c'était un bon sujet de stage. Oui. Et en fait, on a fait cette étude préliminaire pour faire un bilan, en Oui. fait, avant de savoir ce qu'on allait faire comme étude épidémiologique. S'il fallait en faire une d'abord, et s'il fallait en faire une, ce qu'il fallait faire, et puis savoir ce qui était connu déjà sur cette zone, parce que en fait, beaucoup de gens nous disaient, il n'y a jamais rien eu de fait comme étude, on ne sait pas, on ne connaît rien, voilà. Alors, il ressort Et donc, oui. on s'est aperçu qu'en fait, il y avait déjà quand même eu des choses de fait, des études de fait sur cette zone, qui montrait déjà qu'il y avait des problèmes, donc on le sait depuis quelques années qu'il y a des problèmes. L'étude sur la mortalité devait être faite par l'ORS, Oui. PACA, et là, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été faite, mais enfin elle n'a pas été faite. Et d'où il sort cette information? Et alors, de ça c'était de la surmortalité? base de l'ORS PACA de l'époque, et c'était des données assez anciennes. Bon, nous, on a re-regardé avant de faire notre étude, et ce sont des choses qui n'apparaissent plus, il n'y a plus de surmortalité en fait. Mais il y a parfois des Aujourd'hui? Oui, il n'y a plus de surmortalité. Bon, évidemment, maintenant... Comment vous pouvez l'affirmer? Parce qu'on a des données plus récentes. Cette étude sur la mortalité, donc probablement, elle sera refaite par l'ARS. Donc elle devait être faite cette année, mais on est un petit peu
Bon, c'est vrai que la mise en place de l'ARS, c'est un peu, ça a été un peu long. Ça fait à peine 2 ans qu'on est. 2 ans, voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que on est à peu près, on peut dire, on pense que la pollution industrielle a des effets délétères sur la santé des gens, puisque on le sait déjà pour la pollution automobile, mais on a moins de certitudes scientifiques. On risque, pour les études épidémiologiques, d'avoir un problème, ce qu'on appelle de puissance statistique, c'est-à-dire qu'il nous faut quand même un nombre de cas suffisant et un nombre d'habitants suffisant. Donc voilà, quand on dit par commune, on peut donner des images descriptives, mais dire le lien, c'est très difficile par commune. Il faudrait faire une étude cas incident, c'est-à-dire repérer tous les nouveaux cas. Par contre, on peut très bien faire un point sur le nombre d'affections longue durée, le nombre de cancers qui existent à l'heure actuelle et le type de cancer qui existe à l'heure actuelle sur la zone. Donc déjà, ça ne donnerait pas tous les éléments, puisqu'il faut d'année en année actualiser ces chiffres et actualiser les nouveaux cas, mais déjà, ça permettrait de faire un grand pas. Ces ORS avaient des missions tout à fait extraordinaires. D'abord parce que les conseils d'administration devaient être à composition, il devait y avoir la société civile représentée dans le conseil d'administration des ORS. Et leur mission, c'était d'être effectivement un observatoire à destination des décideurs politiques pour régler les problèmes de santé publique. Dans la région PACA, l'ORS a complètement déraillé d'un point de vue de ce qui était les missions. On fait à l'ORS, si vous voulez, des études épidémiologiques qu'on fait à l'INSERM, qu'on fait au CNRS, voilà. En données brutes, nous avons entre 3 et 5 fois plus de certaines pathologies ici, de certaines pathologies cancéreuses. Mais il est particulièrement important de se souvenir que ce n'est au bout du compte pas le cancer qui tue le plus. Il y a d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires, qui tuent un petit peu plus. Et nous avons également d'autres maladies du système immunitaire qui ne tuent pas précisément, mais qui font le lit des 2 pathologies majeures que sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc nous avons un nombre d'essais prématurés par accident cardiovasculaire majeur tout à fait important. La leucémie aiguë, découvert que sur notre zone, on avait 2,5 fois en risque pondéré. En risque pondéré, c'est-à-dire qu'en fait, c'est entre 5 et 10 fois en brut. Voilà pour les pathologies que l'INVS avait choisi de cibler. Ils ont été présentés au public au mois de juin de cette année, 2011. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a un nombre de cancers impressionnant. Il n'y a pas... dans une tournée d'infirmières, il n'y a pas une seule tournée où il n'y a pas un malade cancéreux. Avant, ça n'existait pas. Ça fait une vingtaine de malades. Il y en a tellement que les chimiothérapies sont développées à domicile. Écoutez, moi je vous dis, j'ai commencé en libéral en 1972. Depuis une quinzaine d'années, je travaillais avec la même collègue et toutes les deux, on s'est fait la réflexion, mais avant, c'était pas comme ça. C'est impressionnant. Et puis, personne maintenant il n'existe pas une seule personne qui n'a dans son entourage quelqu'un qui a un cancer. Avant, non, ça n'existait pas, ça. C'est tellement fort en tant que soignante. Je vois tellement les gens dans la souffrance et puis qui tombent comme des mouches. Et il n'y a plus d'âge. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes de 20 ans, ce sont des gens de 50 ans, de 80 ans, des gens qui attrapent des leucémies même à 80 ans, d'autres à 8 ans, d'autres à 6 mois, c'est vraiment tous les âges. Et c'est sûr que là, on est dans une région qui est hyper polluée et on ne peut pas baisser les bras et dire tout va bien. Est-ce qu'il y a omerta pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus sur l'origine de ces cancers-là? Je n'en sais rien. Mais la question qu'il faut se
poser aussi, c'est, étant donné qu'on sait ça, pourquoi n'y a-t-il pas d'instrument de mesure précis qui concernerait ces cancers? Le registre des cancers en PACA a été abandonné, je crois, en 2005 ou 2006. Il existait avant, mais il n'existe plus. J'avais été invité à une réunion en Martigues par le préfet, etc., pour parler de tous ces problèmes de cancer, de pollution autour de l'étang de Berre. Et moi, j'avais pris la parole, comme je la prends devant vous, en disant on ne va pas faire la démonstration que la pollution donne des pathologies, quelles qu'elles soient. On va partir de ce principe évident, avec interroger, pas besoin de faire des longues enquêtes, et puis on va s'interroger du comment, du pourquoi, etc. Les préfets avaient répondu, et les experts, non, et on ne peut pas faire comme ça, il faut une méthodologie, il faut d'abord s'assurer que c'est vrai, puis, une fois qu'on se sera assuré que c'est vrai, etc. Alors, ils avaient distribué notamment des spiromètres dans les écoles pour vérifier si les enfants, etc. L'enquête a duré 15 ans peut-être, ou je ne sais pas combien, et n'a plus jamais abouti. Tout le problème est là. Les données existent, mais il y a un bordel organisé par tous ces organismes-là pour que la vérité n'émerge jamais. Et elle n'émergera jamais, la réalité, tant qu'on ne réfléchit pas sur une réforme complète de système de fonctionnement. Notre rôle à nous, souvent, c'est ce rôle-là. C'est-à-dire que de faire remarquer à l'inspection du travail que la loi n'est pas appliquée. Et ça, c'est vraiment... ça ne devrait pas être notre rôle, à la limite. Mais bon, comme l'inspection du travail n'a pas la force, n'a pas la puissance, ni le nombre pour arriver à faire ce travail, c'est les salariés qui font remonter. Donc nous, élus, qui faisons remonter on va dire les dysfonctionnements. Pendant des années, on a brimé des délégués syndicaux. Il y a des procès qui viennent d'être gagnés après des décennies de brimades, de discrimination et avec des rappels de salaire importants. Donc il faut, face à la puissance de feu des directions, des trusts, les combats sont très durs à mener, en particulier sur les maladies professionnelles. Il faut se mettre à la place industrielle aussi, quand il a des investissements à faire, pour être compétitif, il faut quand même qu'il rénove de temps en temps ses installations, pour justement qu'elles permettent de durer longtemps. Donc quand on leur rajoute dessus des contraintes, je dirais, environnementales, qui ne sont pas forcément la priorité du moment, ça crée quelques soucis. Donc bon, on est effectivement censé discuter avec ces gens-là. Encore une fois, le pouvoir, c'est pas nous qui l'avons, c'est le préfet. C'est-à-dire que nous sommes, je dirais... Alors, quand vous renvoyez au préfet, que fait-il? Le préfet, il a tendance quand même à nous suivre. Sauf s'il y a effectivement une forte réaction en face, industrielle, qui vont lui dire « Attention, monsieur le préfet, si vous signez ça, c'est l'arrêt de mort de l'usine ». Donc ça fait réfléchir. C'est le chantage à l'emploi. C'est le chantage à l'emploi, à l'économie, mais bon, le chantage, il est quand même aujourd'hui... pas le chantage, la réalité est quand même assez présente. Quand on lit les journaux tous les matins, on voit bien qu'effectivement, le chômage est en augmentation et il y a un certain nombre d'entreprises qui ferment. La santé, c'est un sujet extrêmement compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut effectivement dire c'est lui le fautif, c'est lui le fautif. Je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs qui effectivement conduisent au fait que, on voit bien que le nombre de cancers, il augmente. Alors, ça peut être lié aussi au fait qu'on les détecte mieux qu'avant. Enfin bon, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent effectivement induire une meilleure détection, une meilleure prévention. On ne dit pas que l'environnement, il y participe pas. Il y participe certainement. Maintenant, quel est son poids dans l'affaire? Bien malin qui peut le dire.
que l'on observe clairement, c'est que par vent de sud, on a des augmentations du nombre de particules sur le site de Fos-Carbone. Ce qu'on peut noter, c'est aussi qu'on a parfois des pics qui dépassent les 100 000 particules par centimètre cube, ce qui est à un niveau particulièrement élevé. Et que ce qu'il faut voir, c'est que ce qui participe au nombre de particules, ça va être surtout des particules fines, puisqu'elles sont plus petites, elles vont être plus nombreuses par rapport à des particules de taille plus importante. Donc ces pics de particules qu'on enregistre sont souvent associés à des changements de vent, mais pas systématiquement. Voilà, donc c'est un faisceau d'indications qui nous indique l'origine probable industrielle de ces particules. La campagne qui a été réalisée sur les lichens était centrée sur la ville de Fos pour une étude qui comportait 2 volets. Un volet de prélèvement et d'analyse, qui est donc, il s'agit de prélever des lichens par un bureau d'études pour faire des analyses ensuite en HAP, dioxine et métaux. Donc, il s'agit de pêcher une quinzaine d'individus et dans chaque poisson de réaliser des mesures dans les muscles, en métaux, en HAP, en PCB, en dioxine furane et en sous-produit de chloration. Donc. C'est que dans les années qui arrivent, on sera à nouveau sollicité par de nouvelles implantations. Et on le disait tout à l'heure, il y a un effet de cumul qui petit à petit est là. Et même si on nous rassure à chaque fois, et si les services de l'État le font, les industriels le font aussi, on a besoin de savoir si effectivement, dans l'avenir, certaines industries pourront encore s'implanter sur notre territoire. En tout cas, certaines natures des industries pourront encore s'implanter. Et puis, de notre côté, bien sûr, être très attentif à celles qui sont là, puisque je crois qu'il y a un slogan qui peut se faire notre aujourd'hui, c'est que, bien sûr, cette industrie nous fait vivre, mais on ne voudrait pas en mourir, en tout cas pas tout de suite. À grand bruit, il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, à grand bruit, on a annoncé la création de l'Institut éco-citoyen et le centre c'était santé-environnement, c'est-à-dire on allait s'intéresser à la santé et voir les liens qu'il y avait avec les pollutions. Dans les statuts de l'Institut, l'Institut avait 3 missions, parce qu'il n'en reste qu'une de mission. Il y avait une étude de l'état physique des pollutions de la zone de l'intercommunalité, une étude de l'état de santé des populations de l'intercommunalité, une mission de vulgarisation auprès des populations pour leur expliquer comment agir au mieux en fonction de cet état de fait. Cette 3e mission a été oubliée, on a même pris la peine de la rayer dans le texte, on l'a oubliée, la dimension citoyenne a disparu, et la dimension santé a été complètement contrée au cours du dernier conseil d'administration. Si bien qu'à l'heure actuelle, l'Institut santé, éco-citoyen, santé, environnement, on peut enlever le mot citoyen, on peut enlever le mot santé et ne s'intéresse plus que objectivement à l'état de l'atmosphère pour l'instant, puisqu'il ne s'intéresse pour l'instant pas au sol ni à l'eau. Optimise, ça veut dire optimisation des procédés thermiques industriels, modélisation, innovation, simulation et environnement. Une de mes idées, c'était de dire j'ai un savoir-faire quand même important et il faut que j'arrive à le transmettre. Donc en 2001, Saint-Gobain Pont-à-Mousson nous a demandé de regarder le problème au niveau de la torchère, parce que la DRIR leur mettait la pression, parce que ces torchères de gaz de haut fourneau, il faut savoir que le gaz de haut fourneau contient quand même 25% d'oxyde de carbone, de CO, donc toxique, et comme en Lorraine, souvent le plafond est bas, il y avait des alertes CO, et des gens se plaignaient de maux de tête, et la DRIR leur avait imposé de faire quelque chose. Donc là, ils nous ont demandé si on pouvait améliorer leur torchère, et on a mis au point une nouvelle torchère qui est en fait un brûleur, mais il faut savoir que c'est quand même du 50 000 m3, hein. C'est quand même pas rien, c'est de grosses puissances. Et donc ils nous ont demandé d'améliorer l'existant, on a regardé, puis on a dit non, l'existant c'est pas un brûleur, nous on peut vous faire quelque chose qui marche mieux, et donc on a fait ça.
cette torchère qui donne totalement satisfaction, puisqu'il n'y a plus d'un brûlé. Nous, on avait garanti 0 à un brûlé à 5 mètres de la torchère, tout autour. Et à tel point que là, ils vont nous en recommander une deuxième. Ça coûte combien une torchère comme ça? Une torchère comme ça coûte dans les 30 000 euros, 30 à 40 000 euros. Quoi. C'est ridicule. Quoi. Le problème, c'est que on l'a fait localement, sur place. Le seul avis, c'est notre client sur place qui dit j'ai plus de problème, l'Adrir ne m'appelle plus, les gens ne nous appellent plus. Et la preuve, c'est qu'ils vont nous en commander une deuxième. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas la taille suffisante pour pouvoir nous faire valider par un organisme européen pour dire c'est ce qu'on appelle ça des MTD, meilleures technologies disponibles. Il faut passer des procédures, etc. Il faut être un peu gros quoi, pour être qualifié de MTD. Est-ce qu'à votre connaissance, aujourd'hui, on pourrait produire plus propre? Oui. Que ça n'est fait sur ce secteur Fos-Étang-de-Berre. Je vous dis, la difficulté aujourd'hui sur cette zone-là, c'est qu'on a, pour la zone de Fos, des installations qui ont 30 ans. Pour les raffineries, elles ont 70 ans. Il y a de grosses difficultés chez ArcelorMittal du fait de la crise économique, oui. Donc avec effectivement des crédits qui sont de moins en moins faciles à obtenir de la part de la direction locale par rapport aux grands groupes, et avec des installations qui se dégradent. Et à un moment donné, au détriment de tout, au détriment de l'environnement, de la sécurité, de la productivité, et donc de la pérennité de l'usine. Parce qu'à un moment donné, quand tout commence à se décrépir comme ça, là, c'est mal parti. Le raffinage en France est condamné. J'ai des amis ici qui travaillent chez Total, les menaces sont importantes. Donc la MED. Oui, la MED. Donc chez la MED Total. Donc tout est... le raffinage en France enfin en Europe en général est condamné. Mais ça ne résout pas le problème écologique. Ça le résout chez nous peut-être pour cette usine. Mais j'ai appris, puisque j'ai des clients qui y travaillent, ils sont sur des barges au large du Gabon. Vous savez, au large celui que je connais, il est au large du Gabon. Et au large du Gabon, ils prélevaient du pétrole sur des plateformes. Et maintenant, ils font à côté, tout de suite à côté, une autre plateforme de raffinage. Alors, pourquoi? D'abord, ils transportent du produit raffiné chez nous, donc il n'y a pas besoin de raffiner chez nous. Et puis là, la pollution, tout le monde s'en fout. À Seveso, on vit la maladie plutôt dans la sphère, disons, familiale, personnelle, du rapport avec le médecin traitant, mais on a du mal à passer à la dénonciation publique de la maladie comme étant liée à l'accident. Il y a eu des tentatives, mais ces tentatives, dès le début, il y a eu des tentatives d'installer à Seveso des pratiques de coproduction de savoir, donc de permettre aux habitants de participer aux enquêtes et de contribuer avec une espèce d'épidémiologie profane. Tentative. Il y a eu des tentatives, mais qui ces n'ont pas tentatives n'ont pas abouti. Les multinationales, quelles qu'elles soient, que ce soit une multinationale de l'aciérie ou du pétrole, aiment beaucoup ce site, fassent pression sur les élus par des moyens parfois occultes. Ne faites aucun doute. Vous n'allez quand même pas prononcer le terme de corruption. Évidemment que si. Évidemment que si. Quels que soient les partis en place aux affaires. Oui, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône et voilà, ça fait partie de la culture locale, c'est presque institué dans les mœurs. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on a affaire à une population qui véritablement se résigne, c'est-à-dire, et donc les omertas, les silences, les inerties finissent par avoir la peau de cette légitime indignation. Cette indignation s'enquiste profondément. Elle ressortira je ne sais quand, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, et elle sera encore plus explosive parce que, à contraindre comme ça des vérités,
on va vers une explosion, mais je n'ai pas le calendrier de cette explosion. Elle aura lieu. Arbitre de la pollution, alors là on sort de l'usine, hein, qui est une pollution de territoire qui est le ministère et l'Adréal par ricochet. Derrière, quand on entend quelqu'un qui est en train de trouver des moyens en disant il faut que ça soit économiquement viable ou un risque acceptable, on se rend compte que là aussi on est sur un système, on va dire, de fatalité face au risque. Dès qu'il y a une application à mettre au niveau de l'industriel, avec le chantage, bien sûr, le chantage à l'emploi, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en cacher, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Ça veut dire, si tu m'obliges à adopter la réglementation, eh ben, je vais être obligé de mettre tout le monde à la porte. Et après, ben, là aussi, il y a un consensus pas avoué, parce que bien évidemment, comment un État peut avouer ça, pas avoué, mais qui met en péril aujourd'hui la santé des salariés, en premier, puisque c'est eux qui y sont, mais aussi des populations environnantes. Ben voilà, il faut travailler aujourd'hui. Il faut travailler. On nous met dans la tête une crise qui est certes une crise, mais c'est une crise financière, c'est une crise de la finance, c'est une crise de quelques-uns qu'on doit tous payer. Pourquoi la population phocéenne et son maire n'ont de décision d'aménagement que sur 20% du territoire, les 80% restants étant gérés par un établissement public qui n'a rien à voir avec la ville. Je crois qu'en termes de combat pour l'environnement, il n'y a pas vraiment de solidarité. Il y a des gros coups médiatiques ou des opérations coups de poing qui peuvent être faites, qui peuvent être préparées en commun, ça se fait. Après, la lutte, le travail de fourmi, j'allais dire, de la vie quotidienne, c'est du chacun pour soi. Moi, je le ressens comme ça. Les politiques organisent des réunions publiques, des réunions d'information, mais la population ne se déplace pas. On n'a pas très envie d'être informé de tout ça aussi. Les gens vivent en repli, ils ont leur maison, leur clôture, et puis basta. Remettre les gens au cœur d'une action citoyenne, ça devient assez révolutionnaire à notre époque quand même.